Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ici c'est Radio Rec et l'émission c'est Politiquement Incorrect. L'émission de débat, de point de vue, de conflit et de polémique. Avec moi ce soir, les mêmes depuis le début. Maxime, tout à droite, Nicolas au centre et Comme Marc toujours. Bonsoir. à gauche. Les places habituelles, les hommes habituels également. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et la politesse et de rigueur. Ça fait plaisir de se retrouver ce jeudi soir, toujours en compagnie derrière moi de Dave Wackel et The Zone. Alors ce soir au programme, d'abord en première partie, on va parler d'un sujet qui vous est cher, c'est-à-dire un petit peu, ça va concerner largement la liberté d'expression puisqu'on va parler du devoir de mémoire, de l'histoire. Parce que l'histoire nous montre beaucoup de choses, n'est-ce pas Marc ? Ah, ça c'est sûr, hein. Je vois que tu as repris ma petite phrase. Ah, oui, c'est un sujet qui est très important et je pense qu'on a assez de points de vue pour aborder la globalité de ce sujet, ou moins une bonne partie déjà. D'autant plus sans touillette dans la bouche. Voilà, tout à fait. C'est beaucoup plus Un odieux. petit café pour tenir, je suis fatigué. Voilà, café crème. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, on parlera de la morale. La morale à l'école, c'était une volonté de Vincent Payon. Il voulait mettre la morale laïque. On va toucher ça avec un peu de délicatesse et beaucoup de mots forts également. Donc on peut commencer tout de suite avec le premier sujet, puisque nous sommes vraiment très logiques dans cette émission. Le devoir de mémoire. Récemment, on a eu les phrases et les décisions du Parlement et du Président de la République sur la guerre d'Algérie. Alors la France est responsable, on a eu toutes ces choses-là. Ça rejoint également ce qu'a pu dire François Hollande sur le Veldiv, c'est-à-dire que la France est responsable. Doit-on toujours se tourner vers le passé, messieurs ? Marc, pour commencer. Alors, le principe du devoir de mémoire, c'est quelque chose qui part d'un bon sentiment. C'est comme l'Europe, tiens, on pourra en parler encore une fois. Mais c'est quelque chose qui... On va peut-être se détacher de ce sujet. Ouais, justement, non mais c'est juste pour faire un petit lien. Mais on c'est dirait un quelque vieux chose... virus qui nous tient. Voilà, Je là. sais pas. Mais ça montre qu'on est en Europe finalement et qu'on se Voilà. sent dans l'Europe. On se sent européen, voilà. Même Maxime, ça va lui plaire. Voilà. Marc, Et, s'il te oui. plaît. Alors c'est quelque chose qui est parti d'un bon sentiment, hein, le devoir de mémoire. Il y a plusieurs lois qui malheureusement actuellement le rendent assez caduque, parce que je ne pense pas que le devoir de mémoire ça passe par quelque chose qui est imposable. Je pense que quand ça a été lancé, après la Seconde Guerre mondiale surtout, et après les décolonisations, l'Algérie 62, etc. Eh bien là ça commence à devenir ce qu'on pourrait appeler un certain business et qui n'a pas servi à tout le monde. Je veux dire, moi ce qui m'a toujours dérangé dans cette chose-là, c'est que ça soit imposé par des lois, et d'autant plus qu'il y a, je pense, qu'il est fait par les gens qui ont décidé de mettre ça en route, pas par les mêmes que 40 évidemment, mais par ceux de maintenant, depuis 90. Il y a des échelles de douleur, on met des crimes avant des autres, ce que je trouve totalement absurde. Je veux dire, la France a eu des rôles dans la guerre d'Algérie, dans les colonisations qu'elle avait, dans la Shoah, etc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est surtout cette suprématie qui est à certaines échelles de douleur. Je citerai par exemple la Shoah, juste pour parce qu'on voit souvent des choses qui reviennent chaque année. On a le droit à des documentaires qui sont bien faits et mal faits, c'est-à-dire que ce qu'il faut c'est que ça choque, mais quand on lit beaucoup d'historiens sur l'histoire de la Shoah, même même si ce sont des gens qui sont Pierre Vidal-Laquet par exemple, plein de gens qui ont travaillé là-dessus, Rachfuz, etc. Eh bien, on voit que là, c'est plutôt le système médiatique et le système de film qui dérange un peu. C'est-à-dire qu'on voit des trucs qui sont amalgamés, voilà. Mais le devoir de mémoire, il faut se souvenir de nos erreurs, voilà. Mais après, escompter, il faut aussi prendre en question l'erreur ou non de la France dans certains trucs ou d'autres pays dans certains trucs. Et là, je trouve que là, on oublie beaucoup de choses. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est devenu purement un business et qui force les gens à croire à des choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est-à-dire, si on fait vraiment un gros travail, c'est ce que je tente de faire tous les jours en lisant des trucs historiques, etc. Eh bien on se rend compte que tout ce qu'on nous dit c'est pas forcément vrai, des trucs sont amalgamés, surtout que
beaucoup de livres montrent tout ça, c'est juste que les gens, on va dire nos élites, nous montrent des trucs qui sont pas forcément vrais ou amalgamés. Voilà, ça se repose déjà sur quelque chose qui est énormément vulgarisé et sur des choses qui nous sont imposées. La loi Guesso, par exemple, on y reviendra. Par exemple, voilà. Donc moi je dis, il faut se souvenir de l'histoire, mais il faut pas que l'histoire joue contre nous. Hein. Et je pense que là, il commence à y avoir un certain ras-le-bol. De tout le temps cette victime, enfin d'être vu comme les responsables de crimes, alors que ce n'est pas nous. Enfin, je veux dire pour la Shoah, pour la guerre d'Algérie, il faut se souvenir de dire bon voilà, mais notre génération, la nôtre, je veux dire, toi, toute l'équipe, on n'y est pour rien. Et je pense que voilà, il y a certaines rémunérations qui sont faites par l'État à plusieurs générations nouvelles depuis certains crimes. Et je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Je veux dire, les troubles psychiques sont avérés. Mais il y a aussi la spoliation, comme on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Oui, tu relèves un très bon point là-dessus. Mais voilà, c'est juste que je dis qu'il faut être assez prudent. C'est quelque chose de bien, mais qui est devenu un business et qui ne nous sert pas aujourd'hui. Et je pense que à force de trop en faire, ça dessert parce que c'est pas en disant vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, que voilà. Ce sont pas le système médiatique tel que nous montre l'histoire qui fait l'histoire. L'histoire, ce sont des historiens qui sont pas forcément très bien lus. Voilà, on a vu plusieurs visions de Pierre Vidal-Naquet sur la question du révisionnisme, etc. Eh bien non, je dis tout ce qui est passé pour moi dans la vulgarisation médiatique, quelque chose qui est caduque. On a pu le voir pour la résistance, qui est quelque chose de faux. On a pu le voir pour le devoir de mémoire. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. En tout cas, dans mes lectures, j'ai pu le voir. Et je pense qu'on a pu à peu près tous le voir. Et voilà. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à mes camarades. Je vais arrêter de monopoliser la parole. Mais souvent ils me la prennent quand ils parlent de l'Europe, ils se bataillent tous les deux. Donc voilà, donc je sais pas, ça vous évoque quoi? Bien, moi j'aurais tendance à dire donc qu'effectivement le devoir de mémoire en soi c'est quelque chose, c'est une question un petit peu compliquée. On a effectivement le devoir de mémoire, s'il n'existe pas, qu'est-ce qui se passe ? On ne commémore pas, et certains disent effectivement que sans devoir de mémoire, on aurait tendance à oublier les erreurs du passé. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certains, si on ne commémore pas les guerres, la fin des guerres, si on ne commémore pas certaines choses, si on ne fait pas une journée en rappel de certaines choses, si on ne se souvient pas de façon permanente par le biais, forcément ces journées-là sont médiatiques, ou alors il y a des regroupements dans les communes, enfin je veux dire, ce sont les deux biais pour l'existence de ces journées que l'on met en évidence. Eh bien, sans cela, effectivement, on aurait peut-être tendance à oublier certaines choses. Les souvenirs aujourd'hui, dans notre monde du XXIe siècle, de certains éléments du XXe siècle et de précédemment, l'esclavagisme, etc. Voilà, toutes ces choses qu'on commémore à certains moments, que ce soit au mois de mai, au mois de novembre. Voilà, il y a eu la semaine dernière le 11 novembre. Eh bien, si on ne les commémore pas, certains diront effectivement qu'on a tendance à oublier ces fameuses choses. Ça n'empêche pas les massacres de par le monde aujourd'hui. Bon, est-ce que la France en commet encore aujourd'hui ? On ne sait pas, parce que ces affaires-là sortent souvent après de toute façon. Donc on ne sait pas ce qui se passe en ce moment dans le monde par la France ou par d'autres pays. Et voilà. Le devoir de mémoire, justement, pour être un peu dans l'actualité, le 11 novembre, il avait été décidé l'année dernière que désormais, après la mort du dernier poilu de 1914-1918... Lazare Ponticelli. Voilà. Eh bien, il y aurait maintenant une journée du 11 novembre qui ne serait plus non seulement pour commémorer la fin de la guerre 14-18 et tous les morts, mais tout simplement de faire un hommage à tous les militaires des morts dans l'année et précédemment. Voilà, une journée symbole si on veut. Et voilà, ce genre de journée permet, malgré ce qu'on pourra en dire dans cette émission, permet de se souvenir effectivement des gens qui sont morts pour la France. Voilà, c'est un peu le symbole de cette journée-là. Ça permet de se souvenir en tout cas de ce qu'il y a eu dans l'histoire. La journée de l'esclavage, voilà, on a des sujets dans l'actualité ou dans d'autres émissions là-dessus, des documentaires. Bien sûr, Marc et Maxime peut-être diront qu'ils sont erronés, mais ça permet néanmoins de se souvenir de ces choses-là.
Maintenant, c'est vrai que il y a toutes ces questions de qu'est-ce qu'on doit comprendre de toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon ou de moins, enfin de véridique, de moins véridique. Voilà, ce ne sont pas des historiens, enfin ce ne sont pas toujours des historiens qui travaillent sur ces sujets-là, ou en tout cas ils y contribuent, mais en petite part. Ce ne sont pas eux qui réalisent ces documentaires-là. C'est vrai qu'il y a de grandes questions là-dessus. Et dans l'ensemble, la question du devoir de mémoire, c'est-à-dire de se souvenir du passé. Alors, il faut aussi savoir faire fi du passé, passer outre ce qui a pu se passer. On vit aujourd'hui au XXIe siècle, on ne vit pas en 1945 ou je ne sais quelle année encore. Hein. On est bien dans le siècle actuel. Donc je pense que ça passe par l'éducation. Ce sera un thème, l'éducation en elle-même, dont on parlera dans une seconde partie, mais qui n'aura pas de rapport avec le devoir de mémoire. Donc tu peux en pas parler directement. Mais effectivement, c'est l'éducation. Quand on en parle, quand on est jeune, avant de faire des futurs citoyens, des futurs entrepreneurs, hommes politiques, de futurs travailleurs, de futurs personnes au foyer, etc. Hein, voilà. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on forge l'opinion plus ou moins... la base de l'opinion peut-être quelque part des enfants et des futurs adultes donc. On leur donne une base commune, puisque c'est le principe de l'éducation nationale par exemple, et c'est à ce moment-là effectivement que dans les programmes scolaires, d'ailleurs on en parle, alors évidemment dans les programmes scolaires même, il y a des absurdités parfois qui peuvent être dites, des choses, voilà, enfin c'est pas des absurdités, hein, ce sont des maladresses plutôt, de mon point de vue. Voilà. C'est toi qui as la parole. Hein. Je laisse parler. Toujours très mesuré, Nicolas. Non, mais je ne me tire pas dessus, tu vois. Yeah. Donc, voilà. Et conflit d'intérêts là. Voilà. Et donc, effectivement, et la question ensuite, c'est de faire perdurer. Alors, comment faire perdurer ? Je le disais, c'est en organisant des cérémonies dans les villages, dans les villes, maintenant, hein, aujourd'hui, au XXIe siècle, encore une fois, ou alors dans les médias. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, comme les médias sont instrumentalisés, nous dira certainement Maxime, comme les choses qui sont dites sont plus ou moins fausses, nous dira Marc, eh bien, c'est difficile. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes pour qu'ils puissent s'exprimer. Maxime, tu es le dernier larron. Est-ce que tu peux rappeler la question du départ, parce que j'ai noté quelques... Qu'est-ce que t'évoques le devoir de mémoire ? Et voilà, il pose la question à ma place. Ouais, bah... Et puis dis-nous tout ce qui t'est venu à la tête finalement. Et attention, pas d'Europe. Hein. Non, on parlera pas de l'Europe. Pourquoi pas ? Oui, si on Il y vient. y a la donné, journée européenne contre alors, telle chose. Non, mais le devoir de mémoire, c'est encore une appellation, un terme un peu valise. C'est intéressant, je pense, de décortiquer un peu ce terme-là, parce que d'un côté... si on entend par devoir de mémoire une espèce d'obligation non contractuelle, une obligation implicite pour chaque citoyen de s'informer sur l'histoire de son pays, sur l'histoire du monde dans lequel il vit, etc. Moi je trouve ça génial. C'est très important de s'intéresser à l'histoire, de comprendre l'avenir, c'est souvent une formule qu'on utilise. Là où ça me dérange, et c'est on va parler du devoir de mémoire tel qu'on l'emploie aujourd'hui, c'est lorsque c'est instrumentalisé politiquement, parce qu'après c'est qui devoir de mémoire, donc en fait ça parle d'histoire fondamentalement, mais quelle histoire, de quel historien on parle, et quels sont les acteurs qui propagent cette histoire-là, parce que l'histoire, on parle de sciences humaines, mais c'est pas une science exacte au même titre que la physique, que les mathématiques, ce genre de ce qu'on appelle les sciences dures. Et que par définition, l'histoire, c'est en mouvement perpétuel. Il y a tellement d'exemples qui prouvent que on a parfois tort sur la manière de voir les événements passés. On se rend compte qu'on donne une version de l'histoire, puis après on revient dessus, et après on se dit non, en fait on avait raison. Enfin, donc ça sous-entend que l'histoire c'est un débat continuel, et donc sur le devoir de mémoire, alors ok, on est obligé de se rappeler, mais est-ce qu'on se rappelle de la bonne chose, et est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière une tentative d'instrumentaliser les consciences? Et donc c'est un peu moi ce qui me dérange, parce que là aujourd'hui on parle de devoir de mémoire, on l'associe à l'Algérie, on l'associe aussi à la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de la Shoah, et par exemple je sais que François Hollande récemment est allé non mais je parlais plus de l'Afrique. Je voulais parler de ça. Il a fait. Alors, il parlait de repentance, etc. Et donc il a donc voilà, c'est les actes de repentance au sujet de l'île de Gorée,
qui est selon une version de l'histoire, espèce de centre de la colonisation de la traite, pendant la traite atlantique, et aussi sur donc un acte de repentance aussi pour la répression de la manifestation qui aurait eu lieu le 17 octobre 1961. Voilà, là je l'ai sous les yeux. Donc en fait, je parle de ça parce que dans le même temps, j'ai écouté une vidéo sur internet d'un historien qui s'appelle Bernard Lugan, qui est un spécialiste de l'Afrique et qui donc fait un espèce de... Alors on va pas dire que c'est une lettre, comment on appelle ça, publique, une lettre ouverte. Ouais, voilà, une lettre ouverte. Alors bon, là du coup c'est un message oral, c'est une vidéo, mais c'est ça l'idée en fait. Publiquement, il dit bon, moi je n'ai pas à prendre part politiquement, mais ça, je parle en tant qu'historien. Il dit c'est quand même curieux que on parle de repentance voilà, à la fois pour l'île de Gorée et pour cette répression de la manifestation en 1961. Il dit quand ce sont deux événements dont en fait c'est la version qui est diffusée dans les masses médias, dans l'idéologie dominante, elle est complètement erronée historiquement. Il dit on sait, on a les preuves, etc. Il dit non, l'île de Gorée c'était pas du tout un centre de colonisation, c'était pas du tout, ça n'a rien à voir avec la traite atlantique, que c'est arrivé après, et que pour la répression de la manifestation 1961, non, en fait il n'y a pas du tout eu de répression de la police française contre des Algériens, qu'il y a eu 2-3 morts, enfin contrairement à ce qu'on dit où il y a eu des centaines de morts. Je suis désolé, je pourrais pas restituer aussi bien que Bernard Legrand. J'invite vraiment les gens à regarder cette vidéo. Bernard Legrand. Bernard Lugan, c'est L-U-G-A-N, et la vidéo, donc là en fait voilà, je l'ai sous les yeux, c'est la coupe de la repentance déborde. Voilà, et donc il expose, il le fait, voilà, je ne serais pas capable de le faire de la même manière que lui parce que ça fait appel à beaucoup de faits historiques, de dates, d'acteurs, etc. Et j'ai pas le temps non plus de préparer à ce point. Ça sera mis sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça serait bien, ouais, j'invite vraiment les gens à regarder cette vidéo parce que ça sous-entend en fait ce qu'il dit que François Hollande, déjà c'est une bille en histoire, comment se fait-il qu'il en vienne à faire acte de repentance sur des événements qui se sont pas passés, en tout cas pas comme il le pense. Et en plus Bernard Legrand dit c'est quand même curieux parce que finalement si on analyse la chose politiquement, ça veut dire qu'en fait on fait acte de repentance, donc en fait on incrimine la France, parce que c'est dans ces cas-là des actes qu'aurait commis la France et qui auraient été immoraux, quoi, soit pour la traite atlantique, soit pour la répression sanglante d'Algériens. Voilà. Et il dit pourtant il y a quand même des faits historiquement prouvés qui par contre là François Hollande ne fait pas du tout acte de repentance dessus, et il parle d'une manifestation qui a eu à Alger, je crois, de Français qui ont milité, alors je ne sais plus exactement pourquoi, mais en tout cas ça a été réprimé là vraiment par l'armée française avec des dizaines de morts. Il explique qu'en fait c'était des militaires qui encadraient la manifestation, ils n'étaient pas habitués à ce genre de revendications, enfin d'événements, quoi. Ils étaient pas, et donc ils ont entendu un coup de feu quelque part puis ils ont tiré dans la foule, quoi. Et là donc c'est l'armée française qui a tué d'autres Français. Et là si on veut faire acte de repentance, là on pourrait le faire là-dessus. Alors il dit c'est curieux, sur des choses qui sont fausses on fait acte de repentance et on omet de parler des choses qui se sont réellement passées. Et là il y a quelque chose en toile de fond, c'est en fait la volonté d'incriminer la France. Et ça, il y a beaucoup d'intellectuels qui parlent de ça en expliquant que on cherche à instaurer la stratégie du choc. On sait par exemple qu'en France, on a la population française est composite, on a beaucoup de gens de confessions différentes, d'ethnies différentes, et qui cohabitent sur le territoire français. Et en fait, beaucoup d'intellectuels expliquent qu'il y a une stratégie de nos élites, c'est dans l'esprit de diviser pour mieux régner, c'est de chercher en fait à monter les gens les uns contre les autres sur des critères ethniques ou justement confessionnels. Et donc là, en fait, on peut faire un lien direct en disant ce genre de choses là dans l'actualité brûlante en parlant d'Hollande et de ses actes de repentance, ça va complètement dans ce sens-là. Est-ce que François Hollande ne met pas de l'huile sur le feu en expliquant que les Français se sont rendus coupables de barbarie à la fois contre la communauté noire, sachant qu'on a une communauté noire en France, contre les Algériens, la répression sanglante de 1961. Il dit c'est marrant en fait, à chaque fois en fait qu'on fait acte de repentance, c'est systématiquement pour incriminer l'État français. J'aurais pu parler aussi à ce titre du Veldiv ou de la repentance pour le rôle de la France dans la déportation des Juifs pendant la Seconde
Seconde Guerre mondiale. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est pour incriminer la France. C'est-à-dire de présenter la France sous son aspect finalement le plus défavorable, voire même, selon Lugan, on va jusqu'à mentir pour incriminer la France, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit non, on fait acte de repentance sur des choses qui ne se sont pas passées. Donc, pour en revenir à la question, le devoir de mémoire, je veux dire, moi je veux bien, mais quand à un moment donné le politique s'empare de la question et joue avec et l'instrumentalise, là en fait ça fausse complètement le débat, et ce qui est censé être quelque chose de positif devient en réalité négatif, parce que c'est une arme qui se retourne contre nous, et c'est en fait faire la part des choses entre l'histoire et la propagande, quoi. C'est ça le point très important. Et je voudrais aussi rapidement parler d'en plus, parce que le devoir de mémoire, donc voilà, ça sous-entend qu'il faut quand même qu'il y ait un débat autour de l'histoire, qu'on puisse en discuter. Je disais que c'était un débat continuel, et Marc en a déjà parlé, c'est des lois qui sont en vigueur en France et qui interdisent le débat sur certains sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les historiens, ils peuvent faire du révisionnisme sur tout un tas de sujets. On va en reparler juste après. J'aimerais juste entendre tes camarades sur la question de la responsabilité de la France. Est-ce que l'État a intérêt à s'incriminer lui-même, et pourquoi va-t-il dans cette voie-là finalement? Mais alors il y a plusieurs thèses, là on y retrouvera. Soit on prend comme postulat que la France est dominée par des élites qui veulent justement que la France se fasse passer pour la méchante dame. Voilà, ça c'est une thèse qui est développée, notamment chez Soral. Après on a la thèse de Laquet, de Pierre Vidal-Naquet, qui lui dira, écoutez, la France a eu une certaine responsabilité, le révisionnisme ne doit pas exister. C'est pour ça qu'il faut quelque peu nuancer. Mais moi je dirais qu'elle s'incrimine volontairement et non volontairement, puisque dans la mesure où elle s'incrimine volontairement, parce qu'on selon certains écrits, bon, évidemment choisi, il nous montre que la France a été coupable. Même De Gaulle n'est pas tout blanc dans la guerre d'Algérie. Il y a eu des massacres qui ont été faits. Il faut pas se leurrer non plus. Dans les colonisations, c'était pareil. Il y a aussi l'armée française, souvenons-nous quand même, en Algérie, qui coupait le sexe des Arabes, puis qui le mettait dans la bouche. Puis inversement, c'était aussi... bref. Donc je veux dire, il y a eu des responsabilités des deux côtés. De toute façon, le FL et toute l'histoire avec le FLN, etc., ça fait des millions de morts. Donc évidemment, la France, là-dedans, a une responsabilité. Par contre, moi ce qui me dérange un petit peu dans cette histoire-là, c'est que déjà, comme l'a soulevé Maxime, et j'aurais plein de références, j'en citerai 2-3 juste en citant, après j'invite les auditeurs à aller chercher. Moi ce qui me dérange, c'est de se dire la France a été coupable, machin. Mais moi je déteste l'anachronisme quand on se dit avec nos regards du 21e siècle, nous petits gentils aux yeux du monde, je vais dire la France a fait des conneries, c'est mon pays, mais elle a fait des conneries. Quand vous êtes, par exemple, je vais prendre le cas de la résistance que j'ai pas mal étudié, quand vous êtes avec des Allemands qui, sous vos ordres, vous disent faites ci, sinon on va tuer ta famille, etc. Ce qui était le cas, faut être franc. Et excusez-moi, si on a envie de sauver sa famille, des fois, on fait passer soi avant les autres. Et je déteste l'anachronisme, moi, qu'on dise, par exemple, vous avez vu, ceux qui n'ont pas été des justes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas aidé les Juifs pendant la résistance, ce sont tous des fachos, tous des méchants, etc. Moi, je déteste ce point de vue-là. Je pense qu'il faut faut nuancer quand même. Il y avait quand même, l'histoire nous a montré que justement, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres termes, mais on voit qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que la France a dû agir comme ça. Ça a été le cas en Algérie, ça a été le cas dans les colonies, ça a été le cas pour l'esclavagisme, ça a été le cas dans la résistance et même dans les histoires futures. Donc moi, je déteste cet anachronisme. Je pense que l'histoire est faite pour relever des faits, et chaque auteur a son opinion, ce qui est bien normal sur ces questions-là, mais je veux dire, avant de parler, il faut réfléchir un petit peu à la situation. Et la deuxième chose, c'est, et là je vais citer 2-3 trucs parce que Maxime en a dit 2-3, donc pour résumer, donc oui, la France a besoin de... Bataille de sources. Voilà, non, c'est pas une... Enfin, je veux dire que c'est la résistance et les guerres, c'est un petit peu mon dada. Et là, je trouve que Maxime a raison en ce qui concerne le devoir de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut penser quand même à ce qui s'est passé, mais à quoi penser et comment le penser, et comment ne pas avoir une vision purement manichéenne si on occulte, en occultant des sources qui peuvent être fiables. Je vais citer 2-3 choses. J'avais déjà parlé de la radio, je ne vais pas le citer longtemps parce que j'invite les auditeurs à écouter la chronique que j'avais faite sur Simon Epstein et la résistance. On avait souvent dit que les justes et les résistants étaient des gens qui venaient principalement de la gauche, antiracistes, etc., de la LICA, etc. On a bien vu, avec des travaux qui ont été, non pas justement, qui ont été mis en marge, que c'était évidemment de la droite
antisémite qui a fini à Londres avec De Gaulle. Donc voilà, donc là, il faut quand même se dire que ce ne sont pas les communistes, comme on avait vu des images de propagande après la guerre, voter pour le Parti communiste, le parti qui a sauvé la France, on pouvait voir ça fleurir. Et ce qui est terrible, c'est qu'aussi, on inculque ça des fois, là on parlera pour l'école tout à l'heure, on enseigne ça aussi, ce qui est une erreur fondamentale en histoire. Et autre exemple, moi je vais reprendre la résistance, et on dit souvent, les Français, pour reprendre le Veldiv et justement l'incrimination de Hollande, c'était Chirac qui avait fait ça, un crime en France, par la France, qui avait été commis en parlant de la RAF, des rafles, des déportations des Juifs, etc. Et bien là, si on fait... Je dis évidemment, ce sont les Français qui ont fait... Alors, sous l'ordre de qui ? Des nazis qui menaçaient de les tuer, certes. Mais qui y avait dans ce groupe-là ? Et là, je vais citer... J'ai repris les références parce que je m'étais fait renseigner par un historien, Christian Delacroix, et qui m'avait conseillé sur des lectures. Donc là, je citerai le livre de Michel Laffitte, les 2 livres de Michel Laffitte sur l'UGIF, et que j'ai épluché. J'ai voulu lire le livre de Maurice Rachefuge, mais il est introuvable parce qu'il a été interdit partout. Enfin bref. Et l'UGIF, c'est quoi ? C'est en fait l'ancêtre des institutions juives de maintenant, si on en croit ces écrits, Michel Laffitte et Rachefuge. C'est l'ancêtre du CRIF, des défenses des Juifs. Et en fait, on se rend compte de quoi dans l'UGIF ? C'est que des groupuscules, enfin pas des groupuscules, mais au départ c'était des groupuscules comme le montre Laffitte, étaient là dans la collaboration. Et qui étaient des Juifs ? C'était principalement des Juifs français. Des Juifs français nés en France, c'était pas les Juifs étrangers. Et ce qui se passait dans le Juif, c'est qu'il y avait des conseillers qui ont aidé les nazis à déporter les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. C'est ça pour ça que ça a fait un tollé quand Rachefuge a sorti son bouquin, l'UGIF des Juifs dans la collaboration, ça a fait un tollé exact. Et là, moi je me dis, et là je rebondis sur le devoir de mémoire, l'incrimination de la France, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que c'est une part de l'élite qui a fait aussi que ça s'est passé comme ça, et c'est pas le peuple de France. Se dit derrière nous, parce qu'on s'inclut tous dans le peuple. C'est pas à nous de payer la facture pour des données qui sont historiques et qu'on n'a pas connues. Et porter un jugement sur des choses justement qui sont extrêmement complexes et qui nous sont cachées, je pense, la question de l'intégration des Juifs, et même, j'irai plus loin, sur la question de l'Algérie, par exemple, plein de choses nous sont cachées. Il faut lire l'excellent ouvrage des affaires de la droite, les affaires sombres de la droite, je sais plus, c'est écrit par 2 journalistes qui sont plutôt intéressants, je trouve. Et là, on voit les histoires un peu sombres. Mais voilà, je déteste le 2 poids mesure. Et juste pour reciter une référence que j'ai encore oubliée, il y a l'ouvrage de Pierre Vidal-Laquet qui parle de ça, et aussi voilà, d'Adam Reichki qui est sur... le choix des Juifs à Vichy. Voilà, c'est un bouquin qui est assez intéressant. Donc oui, le devoir de mémoire, oui, mais faisons attention à qu'est-ce qu'on inculque. Mais alors, à mon avis, s'il y a des erreurs, c'est peut-être qu'elles sont faites exprès pour justement montrer un bouc émissaire. Et en fait, dans le livre de Rachefuge, on voit très bien que dans le cadre de la guerre, seulement je parle, eh bien, les Juifs ne sont pas le bouc émissaire, puisque des Juifs français ont aidé à la déportation des Juifs étrangers. Donc la France du crime en France par la France, là j'ai envie de dire, Hollande, ferme-la, et surtout Chirac qui avait lancé ça, et je pense que ça a été une plus grave erreur parce que on nous incrimine nous, alors que je veux dire on y est pour rien, nous vraiment. Et par contre on voit des gens que ça soit pour la guerre d'Algérie qui vous avez tué nos familles, etc. Mais non, on n'y est pour rien. Il y avait des circonstances qu'on fait que ça s'est passé comme ça, c'est malheureux, etc. Mais on n'y est pour rien. Donc je déteste cette victimisation du peuple français, ou même dans les autres, qui fait qu'on est là, on ne sait pas ce que fait. Et le devoir de mémoire, ça nous donne bonne conscience. On a fait ça, voilà. Donc moi, je déteste ce point de vue-là. Donc si je puis juste dire quelque chose pour appuyer un peu ce que dit Marc, c'est que pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy, c'était suite à la guerre que la France a perdue. Donc, c'était un gouvernement qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement français quelque part, puisque la France avait perdu la guerre contre l'Allemagne. Donc c'était... voilà, si la France avait gagné, sans doute qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Voilà. Évidemment. Ouais, non, Nicolas, pour réagir quand même. Marc se sent incriminé par quelque chose qui a eu lieu 40 ans avant sa naissance. Ah non, justement, je ne me sens pas incriminé. Je sais pas, c'est ce que tu as dit. Arrêtons de nous incriminer. Donc, voilà, non mais... oui, d'accord. Non, mais je pensais que tu disais que je me sentais victime. Donc, je n'étais pas là lors de certains débats sur les questions justement qui traitaient de la résistance de mémoire. J'étais pas forcément là. Ça me fait penser un petit peu au sondage. Je m'explique. On a d'un côté des associations ou des masses médias ou des politiques qui sont ici pas forcément en accord avec Marc, ou plutôt Marc n'est pas en accord avec eux. Et effectivement, ça me fait penser, voilà, c'est la même chose que les chiffres. Quand un politique aujourd'hui passe à l'antenne, il a les chiffres pour vanter son bilan,
et les chiffres pour déstabiliser son adversaire. Les sources, c'est la même chose. 60 millions de Français aujourd'hui, 6-7 milliards d'êtres humains sur la planète, moins il y a 50 ans, 60 ans maintenant même, et encore moins avant, précédemment, dans certaines périodes de l'histoire. Et on sort voilà, des ouvrages, les historiens, qui ne sont jamais d'accord entre eux. Sur la plupart du temps, de toute façon, dans toutes les disciplines, on a toujours des gens qui sont pour et contre, que ce soit les historiens, que ce soit les personnes qui travaillent sur la planète, parce qu'on parlait tout à l'heure de sciences dures, etc. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, c'est quelque chose que tout le monde... Enfin, il y a des théories totalement différentes là-dessus. Donc voilà, on est dans des débats à chaque fois, et même nous, là, ce soir, on débat. Donc, l'être humain n'est de toute façon pas infaillible, et donc certains, de par leur point de vue, apportent des choses différentes. Et donc, effectivement, il y a une opposition. Il y a une opposition entre ceux qui vont dire oui, il y a la résistance et tout. Et il y en a, parce que c'est encore enseigné. Donc, comme les programmes scolaires sont faits, malgré ce qu'on peut en dire, par des professeurs, etc., qui ont donc étudié un minimum, les choses, eh bien, il y en a qui vont trouver qu'il y a eu une résistance, etc. Enfin, ce qui est dit de façon générale, je ne rentrerai pas dans le sujet, je ne le maîtrise pas suffisamment. Et d'un autre côté, on va avoir d'autres spécialistes qui vont dire, eh bien oui, effectivement, comme Bernard Lugan sur un certain point, sur d'autres que tu as cités, Marc, qui vont dire que, eh bien non, il y avait effectivement des personnes d'extrême droite, enfin qu'on qualifierait d'extrême droite, qui ont aidé, qui ont sauvé la France, etc., et pas les communistes. Eh ben, je pense qu'avec la population qu'il y a en France, il y avait des communistes et des gens d'extrême droite des deux côtés. Alors effectivement, tu critiques le fait tu critiques le fait qu'ils se soient approprié la victoire. Voilà, approprié la victoire. Mais c'est 70%, évidemment, il y avait des communistes. Parce qu'ils étaient forts, ils étaient écoutés à ce moment-là et ont pu avoir cette tribune, ou parce qu'ils ont eu les moyens de développer des affichages pour le dire, qu'ils ont eu des tribunes pour le dire, et que l'extrême droite n'avait pas forcément à ce moment-là. Donc c'était pas l'extrême droite, c'est l'Action française. Oui, pardon, l'Action française. Voilà. Et ce qui est très fréquemment rapproché à l'extrême droite tout de même. Oui, mais oui, non. Alors bon, l'extrême droite. Voilà, j'employais J'employais une échelle. Voilà, j'employais le terme qui est lié à l'échelle qu'on utilise aujourd'hui couramment dans la société. C'est sûr que les idées d'extrême droite à l'époque n'étaient pas forcément les mêmes non plus qu'aujourd'hui, puisque la société change. Et voilà, sur des points économiques, etc., n'était pas forcément ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour répondre à la question, vraiment. Et sur le débordement, sur ce que vous disiez tous les deux. Je trouve que tu as raison, Nicolas, de dire ça. Mais alors, du coup, je précise juste en aparté que ce que j'ai voulu dire, c'est pas de dire que moi j'ai la science infuse et que j'ai trouvé. Je précise juste comme ça, j'ai pas dit que tu avais dit ça. Je dis juste que pour essayer d'avoir une vision globale de la chose, de l'histoire, et il faut pas pouvoir parler sans tabou. Voilà, il faut pas avoir parlé sans tabou, et il faut tout lire. Et on peut pas faire. En fait, l'histoire. Et Maxime avait dit ça une fois dans l'émission, et j'ai trouvé ça très pertinent. Il avait dit l'histoire, c'est fait pour être révisé. Ça fait partie des sciences humaines, et c'est quelque chose qui est mouvant. D'autant plus l'histoire, surtout l'histoire. Et donc je me dis, le devoir de mémoire, il est cantonné à une certaine version de l'histoire qui ne peut changer. Et ça c'est terrible, parce qu'il y a eu des choses qui sont à prendre en considération, qui n'annulent pas le reste, mais qui nuancent un peu la réalité. Je te laisse juste terminer. Ouais, en fait, tu as une vision de l'histoire qui est une vision de l'histoire avec un petit H, puisqu'il n'y aurait donc pas d'histoire. Voilà. D'histoire, mais il y aurait des histoires. On raconte ce qui s'est passé, donc c'est un récit finalement. Donc là-dessus, c'est un point de vue. Moi, je ne dis pas oui ou non là-dessus, puisque j'y ai pas réfléchi aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, effectivement, sur ce qu'on disait, il y a la question d'être représentant de la France. Donc François Hollande, son gouvernement sont à différents titres représentants de la France aujourd'hui. Ils ont été élus et d'ailleurs c'est écrit dans la Constitution quelque part que François Hollande est aujourd'hui le représentant de la France, des Français, etc. Ça fait partie de ses missions. La question effectivement qui se posait, c'était de représenter la France a posteriori d'un événement. François Hollande lui-même, en 1939-45, je prends cet exemple-là. Si on va encore plus loin, voilà, on est encore plus ridicule. Et effectivement, il a ces fameuses histoires qu'il a acquis par lui-même, mais il n'a pas fait certainement les recherches lui-même, ni moi d'ailleurs sur la résistance. Je n'ai fait aucune histoire. Je comprends ce qu'on me dit plus ou moins dans les médias, puisque c'est, enfin dans les médias ou à l'école ou etc. Voilà. Et bon, il a déconseillé certainement certains spécialistes des questions. Et donc voilà, la question qui est posée, c'est de savoir comment représenter un pays après
après que ça se soit passé. D'ailleurs, la France en elle-même, durant les différentes périodes, n'était pas forcément la même qu'aujourd'hui. Certaines régions n'étaient pas la France. La France n'était pas forcément constituée de ses départements d'outre-mer. La France a pu être constituée pendant une partie du temps par l'Algérie, etc. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, on s'exprime, et c'est là la difficulté du devoir de mémoire, c'est qu'on s'exprime sur quelque chose de précédent qui ne correspond pas au climat ambiant de la période actuelle par rapport à ce qui se passait à l'époque. Voilà. Et on essaye d'expliquer par des raccourcis ce qui s'est passé pour, effectivement, et ça c'est plutôt bien, célébrer, enfin, se souvenir qu'il s'est passé quelque chose. Le problème, c'est la façon dont on se souvient de ce qui s'est passé. Oui. Et donc c'est là qu'il y a un débordement de cette fameuse instrumentalisation dont je ne sais plus si c'est Marc ou Maxime qui en parlait, ou les deux, voilà. Le problème de l'instrumentalisation de ce qui a pu se passer. C'est une instrumentalisation, me diront mes camarades, parce qu'il y a des intérêts derrière. Mais on veut entendre ce que tu veux dire. Arrête de reprendre leur. Oui, c'est parce que j'ai besoin de synthétiser, excuse-moi. Mais c'est aussi une façon de synthétiser. On ne peut pas, dans la journée en commémoration de l'esclavage, dire tout ce qui s'est passé sur l'esclavage. Parce qu'il n'y a pas les ressources qui ont été créées pour. Il faut volontairement vulgariser l'histoire. Pas volontairement, c'est pas ce que je dis. Non, il ne faut pas volontairement vulgariser. C'est qu'on est conduit à vulgariser. Voilà. C'est pas une volonté. Maxime dirait autre chose et c'est pour ça que. Non, mais en fait, mais globalement, on est d'accord. Un peu sur les lois mémorielles notamment. Attends, je vais juste terminer là-dessus parce que, en fait, globalement, on est d'accord pour dire qu'effectivement, l'histoire, ça reprend ce que je disais au départ, c'est pas une science exacte et par conséquent, il faut rien négliger. Voilà, Marx disait, il faut tout lire. Il faut. Et donc, ça pose le problème de qu'est-ce que l'histoire avec un grand H finalement. Mais voilà, l'histoire avec un grand H pour moi existe, mais ce n'est pas la discipline historique qui est chargée d'étudier l'histoire. Du coup, tu réponds parce que j'avais une réserve. Non, mais du coup, j'avais une réserve dans ce que tu disais parce que je croyais, je te prêtais la croyance que à tes yeux en fait l'histoire n'existe pas parce que tu sais il y a des histoires etc et finalement on est contraint de vulgariser l'histoire existe mais et finalement si on pousse le truc sur un plan philosophique c'est on détiendra jamais la vérité quoi parce que et donc de la même manière qu'on détiendra jamais la vérité sur quoi que ce soit on la détiendra pas sur l'histoire non plus. Elle existe et pourtant effectivement il y a une vérité avec un grand V comme il y a l'histoire avec un grand H les choses se sont produites d'une manière et pas d'une autre voilà c'est comme ça mais c'est d'où le côté finalement l'historien doit bien se montrer humble parce que finalement, je pense que le boulot d'historien se rapproche beaucoup du boulot du détective ou du flic en fait, parce que plutôt que d'un physicien ou d'un mathématicien, parce que un peu comme un détective qui pour élucider une affaire qui s'est passée, il va devoir travailler à partir de sources, de preuves, de preuves. D'ailleurs, on appelle ça des pièces à conviction, tu vois, ça nous donne une conviction, mais et là c'est pareil dans l'histoire, on a des sources, on ne sait pas vraiment si c'est fiable, comme le juge, c'est pas fiable. Voilà, c'est en fait on est obligé de. Le travail de l'historien, c'est d'essayer de se rapprocher de cette vérité-là, et donc il y a des conditions. Je veux dire, dans la déontologie de l'historien, c'est déjà l'honnêteté. Tu vois, il ne doit pas tromper les gens, et donc il doit rassembler un maximum de pièces à conviction, donc varier ses sources, etc., pour essayer de reconstituer la vérité et l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mais il ne pourra jamais la toucher directement, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. En fait, le révisionnisme qu'on condamne sans cesse, en réalité, est inhérent au boulot même d'historien. Voilà, je voulais juste arrêter. Marc, tu voulais réagir? Oui, je suis assez d'accord parce qu'en fait le révisionnisme maintenant c'est un terme qui est très péjoratif et en fait dedans il faut entendre révision et révision c'est pas forcément la révision des chambres à gaz. Le révisionnisme c'est quelque chose de plus de plus large et le révisionnisme c'est pas du négationnisme, l'amalgame est souvent fait et moi je trouve que en tant que science sociale, l'histoire, et je trouve surtout l'histoire parce que je pense que c'est ce qui peut changer le plus parce que c'est quelque chose que on ne pourra jamais maîtriser, Maxime vient de le dire. Mais si on n'accepte pas de voir des visions différentes, des visions opposées, des visions dissidentes, parce que en fait c'est surtout ça qu'on voit, enfin qu'on peut penser comme tel, eh bien je trouve que l'histoire ne peut pas être complète. Pour moi, les historiens qui s'opposent vraiment, pour moi, c'est pas des historiens. Moi, les vrais historiens, ce sont ceux qui disent « Ah bon, vous avez trouvé ça ? Moi, j'ai trouvé ça. Allons-y, maintenant, on va débattre. » Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Pierre Vidal-Laguet est un peu comme ça, je trouve. C'est un historien vraiment... maintenant, je vais pas parler en son dos, il est mort, le pauvre, mais c'est un historien qui est très pour employer un terme, justement, mais qui est très dans la négation de ce qui n'est pas dans la loi, qui s'est créé lui-même dans l'histoire.
bah, il dira que le révisionnisme c'est n'importe quoi, etc. Moi je dis que le révisionnisme, je ne connais pas le sujet, donc je m'écrase, mais je dis si des gens, Forisson par exemple, ont trouvé des choses et veulent apporter pensent avoir trouvé des choses importantes sur la question qui remettent en question certaines choses de l'histoire, Chambre à gaz ou d'autres. Il y a des trucs qui sont passés sur les colonisations en Algérie, par exemple. Les délimitations, c'était un petit peu mouvant. On ne savait pas comment il y avait des zones du FLN, etc. Enfin, on n'a jamais vraiment su. Et moi, je me dis, le travail des sciences humaines, ce n'est pas fait pour s'opposer, c'est fait pour être complémentaire. Et je trouve que les historiens, certainement joué par un certain complexe une certaine peur, parce qu'on a peur d'être tout de suite fiché, parce que le problème de ce que j'ai lu en partie dans Guénon, c'est d'être complètement figé dans un groupe. Voilà, où tu dis un truc comme ça, tac t'es de droite, tac t'es de gauche, toi t'es révisionniste, toi t'es machin. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que les historiens peuvent pas faire leur boulot. Vraiment. Je veux dire, par exemple, je vais citer quelque chose très important. Nuremberg, le procès, Nuremberg en 46, je crois, il me semble, ou 47, 46, 47. Donc le procès du crime contre l'humanité, je crois que c'est 46, il me semble, a été fait. Les nazis ont été tués, les principaux, etc. D'autres enfermés à vie, d'autres condamnés, etc., etc. Et là, vous avez un historien. 45 à 46. 45, j'étais 46, j'étais pas trop loin non plus. Bon, ça va. Et là, vous avez des historiens qui disent, oui, Nuremberg, c'est contre le crime contre l'humanité, ça a servi à ça. D'autres historiens, qui sont tout de suite catégorisés dans le terme de fascisme, Bardèche par exemple, Maurice Bardèche, diront, écoutez, Nuremberg, ça a surtout servi à une certaine élite qui a bénéficié de la Seconde Guerre mondiale, surtout des juifs français, de l'UGIF par exemple. Ça a servi surtout à ces gens-là qui ont pu, par devoir de mémoire, acquérir, en partie parce que l'État d'Israël était déjà là, mais ont pu acquérir l'État politique d'Israël, parce que je vous l'avais déjà montré dans une Il chronique. Il pas là en 46. Non, je dis bien, non. Oui, c'est pour ça que je dis bien. À 2-3 ans près. De quoi ? C'est 48. C'est 48. Justement, voilà. c'est pour ça que je dis qu'ils ont pu légitimer un état politique en 47, 48, voilà. Et Bardèche dit ça, écoutez, c'est pour ça qu'il dit Nuremberg est la terre promise, voilà, vous comprenez le parallèle. Et moi je dis, moi je trouve que les deux, dans ce que j'ai étudié là-dedans, les deux visions sont complémentaires. À la fois vous critiquez des crimes contre l'humanité, etc. Bon, ça aussi, c'est un terme qu'on pourrait revoir, parce que comme crime contre l'humanité, il n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale, on pourra en voir d'autant plus. C'est tout à fait le cas, de toute façon. Non, je dirais que non, parce que juridiquement, c'est pas la même chose. Juridiquement, le crime contre l'humanité. Si vous voulez, j'ai noté quelque chose sur le crime contre l'humanité, donc la définition, en gros, c'est tout ce qui est horrible. Oui, si on va assez loin, donc ça va. En tout cas, ça va de la déportation au viol collectif. En tout cas, c'est une expression qui a été créée à Nuremberg. Voilà. En tout cas, par exemple, c'est une expression. C'est sûr que c'est une expression choc. C'est une expression. Crime contre l'humanité. Encore les termes un peu valises, encore un peu comme devoir de mémoire. Non, mais je trouve que c'est dommage d'avoir inventé une telle notion. Non, tu vois, pas tous à la fois. Je termine, j'ai pas fini. Je voudrais juste ajouter une toute petite parenthèse. Ça dure. Alors, en 50 secondes, j'ai fini. On va faire de gauche à droite. Voilà, et donc je termine là-dessus. Donc, crime contre l'humanité, qui est un terme qui ne prend pas tout en compte. Par exemple, il y a des parcelles qui ne sont pas réservées à la guerre d'Algérie, par exemple. Ça, je ne sais pas si tu le sais. Mais voilà, donc ça aussi, l'Algérie, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Tu vois, juste comme ça, comment ça s'est passé, etc. Avec les affaires un peu secrètes qui se sont passées, par exemple. Donc moi, ce qui me dérange, c'est un peu le deux poids, deux mesures, qui est sous une échelle de douleur. Enfin bref, juste parallèle terminé. Et je dis juste que, pour finir, après, je laisse la parole à Nicolas, qui s'impatiente. Je dis que l'histoire, comme j'ai montré, doit prendre en compte deux opinions et pas opposer deux opinions. C'est juste cette complémentarité-là qui manque. Et c'est justement ça qui fait que l'histoire, avec un grand H, est créée. C'est-à-dire que vous avez la vision qui n'est pas diabolisée et des visions dissidentes qui sont, elles, diabolisées parce qu'elles ne reprennent pas les termes globalement repris, etc. Donc moi je dis, les sciences humaines, qui plus à l'histoire, arrêtez de vous opposer, soyez complémentaires. Nicolas, pour compléter et revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pour vraiment terminer ma démarche assez rapidement quand même. Tout à fait. C'était les historiens qui s'opposent. Voilà, il y en a qui vont dire c'est vrai, c'est faux. Il y en a qui vont dire c'est rouge, c'est bleu, etc. Enfin vraiment des visions différentes et effectivement s'opposer. Alors que comme disait Marc, ils pourraient débattre et arriver
à une interprétation, encore une fois, de l'histoire. Mais effectivement, il y a des oppositions parce que, voilà, il y a des gens qui ont des convictions différentes. Et c'est aussi le problème lié à l'échelle que l'on prend. On parlait du crime contre l'humanité, on a l'impression que enfin, voilà, le crime contre l'humanité, c'est un mot choc, on a l'impression d'englober, enfin, on a l'impression que c'est une question de nombre, enfin, voilà. Et ça revient vraiment à cette échelle. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, si on prend dans tel département, si l'on prend à l'échelle du monde, il y a des visions tellement différentes. Et c'est ce que je m'évertue des fois à dire dans d'autres débats, qu'ils soient économiques ou là historiques. C'est toujours cette question de l'échelle. On va parler d'une guerre mondiale. Non, on peut parler effectivement d'une stigmatisation de population, etc. Ça dépend des échelles, ça dépend. Tout ne s'est pas passé partout au même moment. Voilà. Alors il y a eu des effets, effectivement, des choses qui se sont produites par la masse un peu partout, et il y a d'autres choses non. Donc il y a toujours ces problèmes-là aussi. C'est ce que je disais sur les sources, c'est qu'on prend des sources différentes, on prend des choses différentes, on les grossit, forcément, quand on fait de la statistique, on prend un échantillon, on dit, oh bah tiens, on va grossir l'échantillon pour que ça donne une moyenne ou des choses comme ça. Et on est peut-être parfois un petit peu... voilà, c'est ça qui crée des désaccords entre les historiens et qui fait qu'effectivement, si on n'étudie pas toujours la même chose ou des choses comme ça, il y a une remise en question peut-être de la discipline par rapport à ce qui s'est réellement passé et que le pauvre homme ne pourra peut-être jamais savoir, surtout longtemps après. Puis on nous sort des preuves, mais voilà, c'est ce que je disais, la source, c'est pas forcément une preuve. Maxime, pour le mot de la fin sur ce débat. Oui, parce que en fait... Avec ton nom sonore. Mon quoi ? Tu as crié un gros non à ma question sur le crime de l'humanité. Ah oui, le fait qu'il y ait eu une formule, qu'on ait créé cette formule-là, tu me demandes est-ce que c'était bien ou pas bien. Moi, je pense que c'est mal d'avoir créé, parce que, mais je trouve que c'est encore créer des termes valises, parce que crime contre l'humanité, si on veut essayer de comprendre le sens du crime contre l'humanité, crime contre l'homme, je veux dire, moi déjà, un meurtre, c'est crime contre l'humanité. Puisque tu t'en prends à l'humain, tu vois, tu t'en prends au genre humain, c'est déjà un crime contre l'humanité. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé ça exclusivement pour l'Holocauste, par exemple ? Bon, et puis qu'on a repris un peu plus récemment pour d'autres drames humains. Non, je trouve que c'est une erreur de vouloir. Et puis c'est aussi une manière de hiérarchiser, c'est un peu ce que Marc et Nicolas ont dit aussi, c'est qu'il y a une tendance comme ça de vouloir hiérarchiser les souffrances, ce qu'on appelle la compétition victimaire. Et le fait d'attribuer un drame humain un terme et un autre drame humain d'en attribuer un autre, et ben du coup on crée des fossés entre différentes souffrances, on tend à les hiérarchiser en disant là on a plus souffert, on entend souvent ça par rapport à l'Holocauste où on dit non c'est le crime contre l'humanité, c'est un truc incomparable aux autres, etc., parce que c'était l'industrialisation de la mort, etc. Bon, chaque crime a son unicité. Chaque crime est de trop, finalement. Voilà, oui, en plus. Voilà. Voilà, Très bien. En fait, Voilà. au lieu de s'opposer en essayant de savoir lequel a le plus souffert, autant se retrouver tous. On se dit, voilà, c'était des crimes de trop. Et à la rigueur, même arrêtons d'en parler. Enfin, voilà, ne créons pas non plus de sujet tabou. C'est bien d'en parler, mais. Voilà, regardons devant, au lieu à chaque fois d'être dans le passé et de remuer ces querelles-là, et voilà, et donc de jeter de l'huile sur le feu en disant lui est coupable contre lui, etc., en ressassant des choses dont nous, comme on l'a rappelé, on n'y est absolument pour rien. Tu me dis donc que le conflit n'apporte rien, ne donne pas de leçon en fait. Ce que je veux dire, c'est que la mise en échelle à Maxime. Non, mais que l'histoire, elle nous sert à réfléchir pour l'avenir, mais cette tendance à utiliser ces souffrances-là pour la retourner, pour créer de la tension communautaire entre des ethnies ou des religions différentes, etc. Ça pose problème pour l'avenir, parce que ça crée du mal-être dans la population qui vit ensemble sur un même territoire. Tu vois, alors que le conflit est terminé. Ça s'est propagé, en fait, c'est entretenir les conflits, je trouve, quand on instrumentalise ça comme ça. Donc, moi, le crime contre l'humanité, je me dis, bon, voilà, il y a eu des massacres, des drames humains, il y a eu du crime. Bon, voilà, maintenant, pourquoi vouloir hiérarchiser et dire il y a le crime des crimes et qui n'est pas comparable avec les autres, parce qu'on voudrait mesurer la souffrance. Puis alors après, on rentre dans un débat sans fin, dire pour l'Holocauste, oui, il y avait l'industrialisation de la mort. Bon, maintenant, ça a duré quelques années. Alors il y a après la population, la communauté noire ou antillaise qui va dire nous, c'était sur une période plus longue, l'esclavage, il y a eu de la déportation aussi. Enfin, on rentre dans des trucs après où là, ouais, on est dans de la compétition victimaire, et moi je trouve ça dommage en plus de parler de ça aujourd'hui,
où, il me semble, les problèmes sont d'ordre plutôt économiques, sociaux. Et là, je vais parler de l'Europe, voilà, par exemple. Nous subissons tous ces violences-là. Et voilà, cette violence, elle s'applique, elle fait pas de différence entre si on est noir, si on est blanc, si on est musulman, si on est juif, si on est chrétien. Voilà, elle s'abat de la même manière sur tout le monde. Donc, en résumé, Donc il faut que dans cette émission, nous parlions toujours des problèmes de l'Europe, sinon Voilà. Maxime n'est Moi, il me pas semble que content. c'est ça les vrais problèmes. Conclusion. Voilà. C'est qu'en fait, quand on parle de ça et que dans les médias, on parle systématiquement mais de la repentance. sur la question vraiment du devoir de mémoire. Bah, Si je peux synthétiser ce que tu es en train de me dire, il faut vraiment faire attention à l'instrumentalisation, c'est bien ça. Oui, voilà, bah oui. Et en fait, je voulais juste aussi rebondir sur une idée Très que Marc brièvement, s'il te plaît. a dit, où je pense qu'en fait, je suis d'accord sur l'idée, mais c'est juste la manière dont il l'a formulé, j'étais pas trop d'accord, parce qu'il disait que finalement, dans l'histoire, c'est une science humaine, et dans les sciences humaines en général, il y a des oppositions, et c'est en gros arrêter de vous opposer, c'est ce que tu disais. Et moi, je dirais pas, faut pas se... opposer, c'est pas le mot, je dirais, faut pas se condamner, parce que s'opposer, c'est normal, comme là, on s'oppose parfois quand on n'est pas d'accord avec ça. Les oppositions, au contraire, ça participe Mais du vous voulez débat, dire machin. l'opposition radicale, il Et faut voilà, débattre. c'est ça que je veux et dire. c'est plutôt la condamnation qui est à condamner. Voilà. Oui, voilà. C'est Oui. entre vous, voilà, débattez, mais ne vous condamnez pas, parce que tu Voilà. parlais de Foresson, Oui. par exemple. Ce type-là, il a été diplômé, c'était un historien au même titre qu'un autre finalement. Pourquoi lui, il a fait un travail sur les chambres à gaz, sur l'Holocauste. Alors on va pas en parler parce que c'est interdit par la loi, voilà. Mais pourquoi est-ce que on le bannit et pourquoi est-ce qu'on le diabolise, si bien que, juste pour l'anecdote, Foresson, il s'est fait agresser. Alors c'est il y a longtemps. Il allait promener son chien, je sais pas quoi. Puis il y a quelqu'un ils l'ont passé à tabac et il était presque mort. Il gisait au sol et c'est un pêcheur qui est passé par là qui a donné l'alerte. Il s'est fait opérer, machin, on l'a sauvé in extremis. Et le truc trop fort, c'est que quand le pêcheur là en question qui l'a sauvé a su son identité, il a su que c'était Robert Foresson, le célèbre négationniste qui dit que les chambres à gaz n'ont pas existé. Il a dit je regrette de l'avoir sauvé, quoi. Et là ça en dit long sur le caractère, je dirais, dogmatique religieux du truc. Et c'est là où finalement le danger, c'est, alors, on disait il y a l'histoire avec un grand H. Elle est là, elle existe, mais attention, c'est-à-dire que, comme la religion, il existe Dieu, mais il faut toujours se méfier du faux Dieu de Satan, qui lui, en fait, avant sa visage couvert, il se fait passer pour le vrai Dieu. Bah là, c'est pareil, attention à ne pas tomber dans l'erreur, parce que nos élites nous avancent une version de l'histoire en nous disant c'est ça l'histoire avec un grand H. Et en réalité, non, c'est une instrumentalisation poétique de l'histoire pour que ça les serve eux, et qu'en général, ça nous dessert nous. Et attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Rappelons que l'historien, c'est quelqu'un qui a passé un diplôme avec une thèse et qui n'avait peut-être rien à voir avec le sujet qu'il développe après. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'exprime en faisant un travail de recherche, mais rien de plus. Si Marc, tu voulais juste un mot pour conclure. Très brièvement. J'essaye de... Allez, 1 minute 24, j'y vais. Je voulais juste te dire que sur cette question-là, moi je trouve qu'un historien très bon, c'est Yves Lemoine. J'en ai jamais parlé, il me semble, de ce mec-là. Mais en fait, Yves Lemoine il dit une chose, il dit, bah écoutez, vous savez que l'histoire c'est un récit, une succession de dynasties, des successions d'événements, etc. Et en fait, les Allemands distinguent deux histoires, le Geschichte et histoire, grand H et petit H en fait. C'est un peu ça la différence. Et en fait, on se rend compte que l'histoire, étant un récit, il faut que cette science se valide. Mais en fait, étant une science sociale, elle ne peut se valider. Et là, de ce fait, il reprend une théorisation de Brodel où il faut travailler sur des périodes, la longue durée, la moyenne durée, la durée brève. Et ces grandes temporalités-là de l'histoire sont à étudier. Et il dit justement... Là, je reprends le thème de Maxime parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas été assez précis. Il dit l'histoire est une science sociale qui est faite pour être complémentaire. Et donc, du coup, débattez, mais ne vous opposez pas radicalement. C'est juste ça. Et voilà. Et un des premiers historiens de cette génération-là, c'est pour moi Einstein. Parce que Einstein déconstruit l'histoire et refonde l'idée d'un nouvel espace-temps de l'histoire en se disant, bah écoutez, reformulons un peu tout ça. Et voilà, donc des tas de versions de l'histoire s'opposent entre les ethnologues historiens, entre géographes historiens, etc. Mais ne condamnez pas autrui dans sa version de l'histoire. Merci messieurs pour cette première partie d'émission. On se retrouve dans 6 minutes, 5 minutes 53, après un morceau de Médine sur la ratonnade du 17 octobre 1961. On se retrouve pour la dernière demi-heure en débat sur la morale à l'école. Merci à tous. Soufflez, buvez un coup, allez aux toilettes. On se retrouve dans un instant.
Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colontaires attisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'ordures. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb, par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des employeurs, loin de l'inactivité beurre algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Accoste à Marseille, port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement, quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, mission Lachan. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon. La métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs couleur iceberg bleuté, bluffés par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile. Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires. Investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sur pilotis, nous sommes enfermés. Pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches, s'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants zouaves. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Des cas des eaux pour les gens déshumanisés. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la Seine. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules.
132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie en vert et blanc, étoilé croissant, devoir de mémoire grandissant. Djezaïr. À 20h45. Ouais, salut Medine, c'était Mélanie, Diams. Bah écoute, je t'appelais parce que je suis allé sur le forum du CSA, comme tu m'as dit, au sujet de ton album. Franchement, j'ai flippé. Franchement, c'est flippant comme certaines personnes peuvent être autant à côté de la plaque. Ils te prennent sérieusement pour un terroriste. On dirait que tu vas tout faire péter, tout ça. Bon, franchement, tu devrais leur faire un titre plutôt que de leur répondre individuellement, parce que tu vas perdre du temps et comme ça, les prochains, ils seront avertis. Je sais ce que c'est, j'ai déjà reçu des mails assez bizarres, des gens qui pensent que j'ai des idées cheloues. Mais bon, je t'en transférerai quelques-uns, comme ça tu rigoleras un peu toi aussi. Bon, en tout cas, bon courage, vas-y, déchire tout et rappelle quand tu peux, ok? Ciao, à bientôt. De retour dans Politiquement Incorrect. Et là, c'est la deuxième partie de l'émission sur la morale à l'école. Est-ce que c'est la bonne place pour la faire? Est-ce que les enseignants sont les bonnes personnes, des bons moralisateurs, si on peut parler ainsi? Qui doit enseigner la morale? C'est les grandes questions qu'on va se poser ce soir. Déjà, j'aimerais vous demander, messieurs, je vais commencer par Maxime. Quelle morale doit-on enseigner? Oh, tu me poses une question là. C'était un cadeau empoisonné. Est-ce que peut-être un de tes camarades est plus chaud pour... Après, c'est vrai que en fait, j'aime bien, en général, je les écoute, ça me donne des idées et je rebondis un peu dessus. Maintenant, je peux essayer de me prêter à l'exercice de répondre direct. Le troll. Ouais, voilà, donc alors... Sois polyvalent. Alors, répète ta question, c'est... La morale. Quelle morale doit-on enseigner? Déjà, la morale, à l'origine, c'est un terme religieux. Donc c'est pour ça, moi, quand on me parle de morale laïque... C'est comme le mariage. Ouais, c'est ça. C'est comme mariage gay. Voilà, non, mariage, pas mariage gay. Mariage. C'est oxymorique. Voilà, pour moi, c'est un non-sens en fait. L'inspiration. Voilà. Bon, si tu veux, je reprends. Attends, non, c'est bon, j'avais une idée, mais non, mais enfin, si, j'ai des choses en tête. C'est simplement le temps de faire le tri et puis de savoir de quelle manière je vais l'amener. Parce que, en fait, en réalité, c'est un sujet qui est très complexe. Parce que la morale, donc, c'est quelque chose de religieux. Et nous sommes aujourd'hui dans un pays où on dit morale laïque. Parce que nous sommes l'éducation nationale se dit laïque. L'école publique est laïque. Obligatoire, public, laïque, c'est ça. Non, attends, obligatoire, gratuite et laïque. Voilà, c'est ça. Donc... morale laïque, moi, ça me pose un problème. L'école à l'origine sous l'ancien régime était gratuite et obligatoire déjà. Bon, simplement elle n'était pas laïque. Il y avait déjà une morale et c'était lié à la morale religieuse. Aujourd'hui, c'est un autre système de valeurs qu'on cherche à inculquer. Alors est-ce que c'est l'éducation nationale qui est la mieux placée pour... je veux dire, il y a un simple constat, sans tomber dans la polémique, c'est essayons de faire le constat le plus pragmatique, le plus rationnel possible, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous vivons dans une société plus morale? Voilà. Parce que sachant que nous passons tous par l'éducation nationale, puisque c'est obligatoire comme je disais, est-ce que nous vivons dans un monde qui est moral, où il y a la morale et on la ressent partout, elle est dans l'air ambiant, ou est-ce qu'au contraire le monde dans lequel on vit est de plus en plus immoral? Bon, moi, mon sentiment, c'est que plus nous avançons et moins nous vivons dans un monde moral, éthique. Voilà, quand on parle de morale, on parle d'éthique aussi. Donc plus on a besoin d'une morale... Donc c'est pour ça que je me fais la réflexion, je me dis finalement, est-ce que la religion n'était pas mieux placée comme institution pour transmettre un code éthique et une morale plutôt que l'école laïque, puisque on voit que je veux dire nous sommes où il y a de plus en plus de violence, d'actes immoraux de manière générale, et ceci même dans les plus hautes sphères de pouvoir. Tiens, faut parler de Monsieur Longuet qui a fait un bras d'honneur face à, je crois que c'était un ministre algérien là, je sais plus c'est quelle émission. À l'Algérie finalement. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a un ancien représentant c'était le ministre de la Défense, donc de l'armée française, qui fait un bras
ministre de la Défense. C'est-à-dire que le mec, la diplomatie fait partie normalement de son... Je suis pas pour le défendre parce que je respecte, enfin je le connais pas spécialement. Il a fait un bras d'honneur. Moi non plus je le connais pas, mais il a fait un bras d'honneur. C'est tout. Il a fait un bras d'honneur. Oui. Maintenant, il a fait un bras d'honneur en réagissant à une information que lui donnait la personne qui était en face de lui et qui était donc un journaliste. Je ne veux pas le défendre, mais on ne sait pas contre quoi il fait le bras d'honneur. Est-ce que c'est contre l'Algérie? Est-ce que c'est contre ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est contre la nouvelle qui le perturbe? Sur la repentance. Alors, moi je vais dire... C'est immoral comme acte. Alors, très bien, tu penses pour préciser, c'est contre la repentance. Ça a été plus ou moins prouvé. C'est genre il a ta repentance, tu peux te la... Il a dit qu'il était contre toute repentance envers l'Algérie. Il fait un bras d'honneur contre l'information qu'on lui donne. Ne nous emballons pas trop, on vient de parler du devoir de mémoire. Alors ouais, genre la repentance, on ferait un bras... C'est facile de faire ça face à un ministre israélien. Est-ce qu'il aurait fait la même chose face au président du CRIF? Ça aurait peut-être été une autre histoire. Donc, là n'est pas la question, de toute façon, quoi qu'il arrive, alors bon, du coup c'est peut-être ma conception, morale, mais je vais te dire, moi, c'est un acte qui n'est pas faisable, c'est juste inconcevable qu'un ancien ministre de la Défense fasse ce genre de choses. Non mais c'est sûr. Bon, bref, voilà. Donc la chose alors Marc, la chose sur la morale. Oui, mais la chose a été la même chose. Enfin, ça a été identique, je veux dire. Avec Sarkozy qui a dit qu'à balancer, qu'elle soit pauvre con. Jusqu'à là, on va pas point de vue, non, mais je veux dire, s'arrêter sur les petits gestes et les petites phrases. Justement, j'arrête. Oui, ou des casiers judiciaires. Oui. Ça devient de plus en plus difficile de chercher un homme ou une femme politique aujourd'hui qui est pas un casier oui, vierge. Quoi. Oui, mais personne n'est tout blanc, c'est normal. Moi, j'ai pas de casier judiciaire. Oui, non, mais bon, sans aller jusque là, bref, non, mais il me lance. Et non, oui, non, donc évidemment, la morale, c'est quelque chose de purement religieux au départ. La religion chrétienne s'en est emparée. On enseignait, on forçait les gens à aller à l'église, etc. 14e, 15e, 16e et encore après 17e. Un peu moins à partir du 19e, un peu moins. Ça commençait un petit peu à partir un petit peu en javel. À un moment de la Révolution française, c'est le moment... Non, à mon sens, c'est ça la grosse rupture. Ouais, mais la séparation de l'Église et l'État en 1789, c'était pas fait du tout. Il y avait toujours certains groupes qui se sont accaparés justement ces idées de morale, etc. Et moi, ce qui me dérange un petit peu Enfin, ce qui me dérange, c'est que déjà le terme est avant tout religieux, mais ce qui me dérange encore plus, c'est qu'on associe, alors c'est vrai, mais la morale pour moi ce n'est pas quelque chose de religieux et encore moins chrétien. Que ça soit toutes les religions, pour moi c'est quelque chose de purement pratique et spirituel. La religion c'est pas spirituel. Non, pour moi non, c'est devenu quelque chose de matériel, on en a déjà parlé. Et moi ce que je te dis, c'est que la morale religieuse, c'est un pléonasme de dire ça selon toi. Moi je te dis juste que celles qui veulent nous inculquer une certaine, l'esprit chrétien, on parlait de ça au 19e siècle, l'esprit chrétien, qu'est-ce que c'est être chrétien, se côtoyer avec des gens de manière saine, etc. L'esprit chrétien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on associe esprit chrétien à morale. Et moi je vous rappelle, et je l'avais déjà rappelé, que les religions et la chrétienté c'est des siècles de guerre, c'est des siècles d'opposition entre les religions, pas qu'avec les religions. On a vu des massacres, le plus connu étant celui de Saint-Barthélemy. Alors moi, qu'on vienne de me parler de morale en parlant de chrétienté ou parlant de religion, ça me fait légèrement rire. Et sur cette question-là, je pense que la religion, évidemment, il y a certains groupes et certaines églises qui sont un peu différentes, mais bon, je mets un peu tout le même, j'aime pas faire ça, mais pour l'instant, je mets tout le même groupe sous le même, je mets tout dans le même groupe, dans le même sac, voilà, je vais y arriver. Et alors, la question de la morale à l'école, moi, ça me fait doucement rire. Également aussi. Voilà. Mais pas pour les mêmes raisons. Parce que là, il y a un profond désaccord entre Marc et moi là-dessus. Là. Ça me fait profondément. L'intérêt du débat est là. Voilà. Moi, je suis pas. Voilà. Bref. Et pour ce qui, on parle d'école qui doit enseigner des trucs comme ça, etc., etc. Moi, déjà, je pense que c'est pas le rôle de l'école de faire ça. Je pense que l'école, on acquiert une certaine sociabilité. On essaie de se débrouiller avec autrui. Je pense que c'est plutôt au rôle des parents de faire ça, la morale, etc. Bon, c'est mon point de vue. Évidemment, complètement, on peut s'opposer, etc. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'aussi, il y a des choses plus importantes que ça. Et je pense que déjà, s'il y avait entre simples gens, sans regroupement social, l'école, l'église, etc., si déjà il y avait une bonne entente, qu'on n'essayait pas de s'opposer, c'est les oppositions qui font que ça naît. Et la morale laïque, déjà, ça veut absolument rien dire. Et quelle morale ? Qu'est-ce qu'on enseigne? Pourquoi une morale? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui déconne? On ne comprend pas, etc. Qu'est-ce que la morale veut dire? Et si on prend comme postulat
c'est ce que fait, hein, j'ai l'impression, le gouvernement, que c'est quelque chose de respectable. En fait, on repasse à cet esprit chrétien, un petit peu. J'ai l'impression, ouais, se comporter bien, c'est un peu l'esprit chrétien, etc. Aimez-vous les uns les autres, etc., etc. Bah non, je me dis non. Pour moi, c'est sans fondement. C'est sans fondement. C'est sans fondement. On ridiculise un peu le rôle de la famille, encore une fois de plus. Et voilà. Et puis bon, la religion n'est pas faite aussi pour ça. Enfin bref, moi, je trouve ça pittoresque. Je sais pas. Bref. Nicolas, pour finir ce tour de table initial. Oui. Moi, je voudrais revenir sur... voilà. J'ai l'impression que la morale... Tu prends le rôle de Maxime, du coup. Tu reviens sur oui, les paroles de tes Ah oui, là, j'ai bien écouté. J'ai écouté, ça m'a forgé une. La morale, pour moi, c'est... Donc, je vais jouer la personne de base. Le mot pour moi, le mot morale, voilà, ça signifie... c'est quelque chose qui est un petit peu dans la mode. On va avoir une morale, c'est qu'est-ce qui est bien de respecter pour... alors j'ai fait les cours de philo, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de personnes. Hein, donc voilà, on nous a dit ce que c'était que la morale, définition par les philosophes et les débats qu'il y avait autour. Mais la morale, pour moi, c'est le petit truc qui fait que voilà, c'est moral, c'est pas moral, voilà, c'est un comportement. C'est un bon comportement ou alors c'est un mauvais comportement. Et donc la morale va dans ce sens. Quand on veut inculquer la morale, quand on parle de la morale que l'on veut donner aux jeunes, pour leur donner un cadre, hein, c'est un cadre, la morale. Donner un cadre aux jeunes aujourd'hui, on se demande donc si ça va être la famille qui va le faire ou si c'est le rôle de l'école. Et donc comment le faire. J'irais deux choses là-dessus. Le rôle des parents, comme le prônerait Marc, ou en tout cas de la famille, comme le dirait Marc, le problème c'est qu'on a des familles tellement différentes qu'on n'est pas sûr de retrouver la morale, d'un point de vue des personnes qui gouvernent, ou des personnes qui seraient sur plus le fait de le donner à l'école. Et à l'inverse, le fait de le donner à l'école, ça veut dire qu'effectivement on forge un cadre identique à tout le monde, qu'on soustrait à la famille le fait d'éduquer les personnes dans ce sens. Comme je l'ai un petit peu dit dans le débat précédent, pour moi l'école c'est ce qui doit forger la base, hein, la base de tout le monde, à quoi tout le monde a le droit de prétendre. Apprendre à lire, parce que on le sait, c'est un fait. Tous les parents ne sont pas capables d'apprendre à lire à leurs enfants, ils n'en ont pas le temps, ils n'en ont pas forcément les capacités, ils n'en ont pas forcément la pédagogie. C'est le domaine de la morale, ça. Non, c'est pas le domaine de la morale. L'école doit donc faire apprendre à lire, à compter. On a parlé on n'en a pas parlé, mais la géographie, voilà, pour se repérer et puis pour faire de bons soldats éventuellement plus tard, c'est ce qu'on nous apprend assez vite. Et la morale. Alors la morale, pour moi, quelque part, oui, une part de cadre. C'est ce qu'on appelle l'éducation civique. Hein, alors qu'on appelle l'éducation civique comme ça parfois, parce que ça fait de bons citoyens. La morale telle qu'on l'apprendrait à l'école, ce serait une morale républicaine. Puisqu'effectivement, on le voit des fois dans des reportages, la morale dans certains pays est apprise sous la forme religieuse. Et pour moi, il en est hors de question, évidemment. Il en est hors de question. Et ce qui... Voilà, aujourd'hui, l'État s'est soustrait, a pris la place de la religion en ce qui concerne l'éducation. Si elle met de la morale à l'école, ce sera la même chose. Ce sera une morale dite étatique. Respect des lois, respect de certains codes de conduite, etc. Voilà. Morale civique, finalement. Morale civique, oui, effectivement, et c'est ce qui se fait plus ou moins. Mais il faudrait prendre les choses dans l'ordre. Voilà, à mon sens, on explique des choses. Alors, on fait des sortes de pôles, des sauts de puce quand on explique aux enfants comment il faut se comporter. Je parle des enfants et aussi bien puis des adolescents, etc. dans le système éducatif. Alors, on leur présente un petit peu de l'appareil judiciaire, mais tu sors de l'école, tu sais pas ce que c'est que l'appareil judiciaire. On te présente légèrement comment fonctionne le pays. On te le présente tardivement et pas assez bien, parce qu'effectivement, les programmes font qu'on explique un petit peu comment ça fonctionne. Et on n'explique pas concrètement on explique moins facilement comment fonctionne le pays, la justice, les codes de conduite, voilà, à mon sens, qu'on explique le français ou les maths ou des choses comme ça. C'est moins cadré finalement. Et peut-être que ça permettrait d'avoir, alors sans que tout le monde soit pareil, peut-être qu'un minimum permettrait effectivement par le biais de l'école d'être plus civique, oui, d'être plus... Voilà, ce que les personnes qui veulent réintégrer la morale mettent en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a moins de morale dans la société, comme le disait Maxime.
Alors après, c'est difficile. Maxime parlait effectivement il y avait des situations précédentes qu'avant on était moins, enfin il y avait moins de faits divers quelque part, moins de d'incivilité. Bon, ça, moi j'en sais rien. Personnellement, je l'ai pas vérifié. J'en suis pas persuadé parce qu'il y a de tout temps eu des incivilités et elles ont été réprimées de telle façon ou pas de telle façon. Et puis les gens étaient éduqués de telle façon ou d'autre façon. Donc, voilà, c'est un peu. Sur le débat d'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il faut faut recadrer la façon dont on enseigne à l'école par rapport au rôle de la famille. On le sait que la famille est de plus en plus compliquée, il y a les familles monoparentales, etc. Donc c'est de plus en plus difficile de s'occuper pleinement de ses enfants et de les éduquer. Je dis pas que tout le monde éduque mal ses enfants, mais il faut que l'école prenne un rôle. Merci pour la transition que je voulais faire moi-même sur la famille. Justement, on en parlait un petit peu la semaine dernière. Est-ce que la famille est toujours à même de porter la morale et de l'éduquer aux enfants ? Voilà, alors là j'aimerais bien reprendre un peu ce qui a été dit. Bon, déjà par rapport à ton Marc, parce rôle qu'il y a un primaire, profond désaccord. Je vais faire ce soir, je vais jouer le rôle du défenseur de la royauté de droit la tradition. Divin. Donc, c'est la tradition. C'était mieux avant. Oui, clairement, ouais, c'est ça, parce que, alors bon, effectivement, pas tout sous les aspects, il n'est pas question non plus d'idéaliser, mais simplement de comparer, et puis avec ma sensibilité aussi qui s'exprime, et qui sera peut-être pas celle de tout le monde, visiblement pas celle de Marc, mais quand même, si je pouvais essayer de donner quelques arguments pour le convaincre, quand Marc dit que finalement, la chrétienté, c'est que une histoire de guerre, etc., là, je trouve qu'il y va fort parce que la France, qu'on aime tous, je pense ici, a quand même été bâtie dans son histoire, sur justement cette royauté et de droit divin. C'est-à-dire que le système traditionnel français, si on regarde déjà à l'échelle de l'histoire, en termes de, qu'est-ce qui a duré, c'est les deux associations, c'est le système politique monarchique, le royalisme, associé au catholicisme. Et que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est directement héritier, c'est-à-dire que la France telle qu'elle s'est bâtie aujourd'hui, le plus gros de son histoire, c'est ce système-là. En termes de chiffres, je crois que la France a été justement... son système a été une monarchie de droit divin sur, je crois, 1300 ans. Je ne sais plus combien, une soixantaine de rois. Et la République, ça fait quoi ? Ça fait 200 ans que... ça fait beaucoup moins de temps. C'est-à-dire, c'est même pas 10 fois... la monarchie, c'est plus de 10 fois la valeur de ce qu'on a eu en République, quoi. Donc, je pense que là, il faut peut-être relativiser un petit peu, dire que c'est vrai que c'est un fait incontestable qu'on a fait la guerre au nom du Christ, et d'ailleurs on continue de le faire encore aujourd'hui, Dixit, Bush, en disant la guerre du bien contre la guerre du mal, etc. Mais je pense que la France et toute sa puissance et son rayonnement a été d'abord le fruit de ce système politique qui est la monarchie catholique. Donc moi là j'ai envie quand même un petit peu de défendre ce système traditionnel qui avait aussi des travers, etc. Même si là il y a aussi un débat d'historiens, ça fait un petit clin d'œil au sujet précédent, c'est que selon les historiens qu'on va lire, on n'a pas du tout la même histoire, hein. Moi si je parle d'historiennes, plus de femmes qui ont, comme Marion Sigaud ou Régine Pernoud, Régine Pernoud qui a fait un bouquin justement pour démonter tous les préjugés qu'on peut avoir sur le Moyen-Âge, qu'on appelle d'ailleurs en commettant une erreur selon elle l'âge sombre, en disant que non, au contraire, c'était... Et puis même par rapport aux droits des femmes, c'est une historienne en plus, une femme qui écrit ça en disant que non, les femmes étaient respectées, enfin en tout cas plus que ce qu'on le pense, que c'était pas un système de barbares, de brutes sanguinaires, et qui utilisait justement le Christ pour justifier toute leur violence. Moi je constate simplement que la République, d'ailleurs oui, une aussi des contradictions justement, parce que de Marc je pense, c'est d'un côté de vouloir défendre la famille comme expliquant que finalement c'est la famille qui doit porter la morale, mais dire que la République s'en est bien plus pris à l'institution familiale que l'Église elle-même. L'Église, au contraire, défend, je pense, l'Église défend la famille. Et je suis d'accord, moi, pour dire que la famille est d'abord responsable avant l'État
pour transmettre la morale et un système de valeurs aux enfants. Je crois que Nicolas est aussi d'accord là-dessus. Moi, j'ai souvent dénoncé ici, et là, je trouve que là, on a encore un sujet où on revient finalement sur ces conclusions-là, c'est que l'État de plus en plus s'ingère et cherche à détruire l'institution familiale. J'ai parlé de ça la semaine dernière, on a abordé la question du mariage homosexuel, où je disais qu'à mes yeux, c'était une tentative, encore une fois, de cette République, de s'en prendre à l'institution familiale. Qu'en pense d'ailleurs l'Église voilà, est-ce que l'Église d'ailleurs ne se pose pas là d'ailleurs en défense, quoi, justement pour pallier à cette tentative. Voilà, donc pour conclure, je dirais que ne peut-être pas jeter trop vite le bébé avec l'eau du bain, quoi. Alors Marc, ça m'est adressé, j'ai cru que tu allais donner la parole à Nicolas, je t'en aurais voulu. Bah oui, enfin. Je réagirai aussi alors, après. Première chose, tu ne m'as pas Tout le convaincu. monde Tu ne m'as pas convaincu. a le droit de parole ici. T'as essayé, mais bon. J'aurais tenté. Voilà, tu ne m'as pas convaincu. Alors pour plusieurs choses, je vais pas quand même dire ça comme ça. Alors je donne la parole à Nicolas. Alors tu dis oui, la France s'est faite avec la relation de ce droit divin, c'est-à-dire de la royauté, enfin le système monarchique de la royauté. Pas trop d'histoire. Non, surtout... tu dis non, il dit ça. Je répète, juste pour rappeler, voilà, avec la religion, et c'est ce qu'a fait la France. Alors oui, d'un point de vue, oui, c'est ce qu'a fait la France. Sans cette histoire-là, on n'aurait peut-être pas la République actuellement, on n'aurait peut-être pas les histoires qui se sont passées. Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même se dire que c'est pas parce que ça a fait la France que c'est forcément bon. On peut porter un jugement critique. Je veux dire, c'est pas parce que la royauté était liée au système chrétien, au christianisme, qu'il n'y a pas eu des massacres. Au catholicisme, pardon, autant pour moi. Au catholicisme, voilà, il faut pas oublier aussi tous les côtés sombres où l'Église, voilà, voyait des hérétiques partout, il y avait des massacres, etc., etc., etc. Je veux dire. Là aussi, justement, dans une vision historique comme là on essaye d'avoir, je condamne pas tes propos. Je dis juste que nuançons un petit peu. Bon, je l'ai peut-être pas fait au début, j'ai été peut-être un peu violent, mais je le pense, donc je préfère le. Voilà, on va se compléter. On exprime des avis. Donc moi, je te dis que ce traditionnalisme dont tu fais part omet beaucoup de choses. Certes, il y avait la famille qui était mise en avant par le catholicisme, etc. Par contre, il faut quand même se rappeler, si on fait un petit peu une sociologie des histoires de la famille dans ces temps-là, que le fait que les violences faites aux femmes étaient récurrentes, ce qui brisait complètement les couples, et que des fois les enfants finissaient un petit peu tarés de voir ces relations où il y avait un machisme permanent et ça pouvait des fois déglinguer les enfants. Donc là, de dire que le catholicisme a fait que les familles étaient soudées, oui, enfin en forçant quelqu'un à dire tu fais comme ça, sinon tu vas complètement déshériter ma fille, alors voilà, nuançons un petit peu encore, je dirais dans une vision historique. Et certes, je suis d'accord avec toi pour dire que l'histoire s'est faite avec ça et que ce sont les piliers de notre histoire commune de la France. Par contre, je te dis juste, nuance un petit peu enfin, je pense qu'il faudrait nuancer sur cette question justement du tout blanc ou tout noir. Voilà, diront, il y a eu ça. Et juste pour répondre à ma question, est-ce que la famille est à même aujourd'hui d'inculquer cette morale? Alors justement, j'allais en venir à cette question-là. J'aurais pas aussi bien formulé que toi, donc ça tombe bien que tu me le rappelles. Alors, moi, je pense que la famille, certes, est de plus en plus monoparentale, il y en a de plus en plus, mais elles sont de plus en plus petites. Donc, c'est ça qui se passe actuellement. Mais faut-il y voir quelque chose de bénéfique ou de mauvais? Alors évidemment, j'ai un avis tranché moi, mais que je ne pense pas qu'il est pas forcément vrai. Il y a des chiffres aussi là-dessus. Il doit y avoir les résultats scolaires des enfants. Certainement, certainement. Mais je veux dire, il y a toujours des contre-exemples à donner. Oui, mais est-ce que c'est pas l'exception qui confirme la règle aussi? Non, il y a quand même... je dirais. Marc, pour finir. Après, je te laisse la parole, Maxime, mais je dirais juste. On fera quand même réagir Nicolas parce qu'il n'a pas parlé sur la question. Parce que oui, et oui, alors, juste pour finir sur la question de la famille, je te dis juste que la réussite n'est pas forcément conditionnée à avoir des époux qui ne sont pas séparés. On voit que un tiers en France, enfin un tiers des couples divorcent. Voire 1 sur 2. 1 sur 2 dans la région, dans l'Île-de-France, surtout. Maintenant on est plus, donc c'est peut-être même normal. En France, mais voilà. Donc, par contre, est-ce que c'est un facteur de réussite ou un facteur d'échec pour l'enfant? C'est pas du tout avéré.
Bah, moi, il y a des contre-exemples. Dans les sondages qui sont faits, Maxime, ça fait partie des sondages. Alors, on va te dire oui, on va te dire non, etc. Donc moi, je te dis juste que vaut-il mieux une famille complètement ou qui reste ensemble pour l'enfant et que ça soit complètement délétère pour lui? Il y a des familles qui restent, hommes-femmes, et qui font chambre à part, etc. Mais pour le gosse, ils vont rester ensemble. Moi j'en connais et ça les dézingue les enfants. Alors moi je te dis juste. Je pense que ça les dézingue bien plus des parents qui se séparent. Moi regarde, mes parents sont séparés, ça m'empêche pas d'être comme je suis, et j'en ai pas vraiment souffert. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas être. On peut avoir des avis, mais on peut pas être tranché sur cette question-là. Tu peux pas résumer la question à ton cas personnel. Non, mais je veux dire, si moi ça existe, des cas comme moi ça existe également, et faut pas croire que toute rupture est forcément délétère. Non, mais je dis pas forcément, mais là on travaille sur on est forcé de faire des généralités, donc on peut pas travailler sur du cas particulier. Non, mais j'essaye. Et globalement, je persiste à dire que les familles qui sont séparées, qui sont recomposées, etc., ça crée de la souffrance globalement chez les enfants. Et puis c'est quand même appuyé par beaucoup d'études. Alors c'est vrai que d'ailleurs je suis pas moi-même généralement partisan des études en tout genre, mais quand même là je trouve qu'intuitivement c'est quand même un truc qui est assez évident, parce que bon, après on va tous citer l'exemple qu'on connaît. Moi mes parents sont encore enfin moi j'ai pas subi de divorce dans ma vie personnelle, mais j'ai connu des enfants, des amis, tout ça, et donc je pourrais dire que moi j'en ai connu qui ont souffert, d'autres qui n'ont pas souffert, etc. Bon, ce que je pense c'est que un enfant qui idéalise quand même ses parents, qui les voit comme des protecteurs, et qui dans le foyer, etc., il se dit qu'il il compte sur eux pour s'épanouir, etc., puis d'un coup qui voit cette séparation, donc des parents comme ça qui l'idéalisaient, qui voient qu'ils s'aiment plus, machin, je pense que c'est une violence, et il y a beaucoup de T'es très moralisateur en vérité. Ah ouais, non mais moi là-dessus je suis peut-être je suis un peu sur une ligne traditionnaliste, effectivement. Voilà. J'en suis convaincu parce que à mes yeux, bon alors c'est peut-être pour toi sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, c'était kiff avec la période actuelle, parce que bon, peut-être qu'aujourd'hui il y en a des dézingués, mais à l'époque il y en avait aussi des dézingués, parce que moi j'ai pas bien compris l'exemple des familles qui se forçaient à rester ensemble, etc. Moi je pense que j'ai souvent ces formules-là dans ces émissions, c'est que je pense qu'on est dans une civilisation qui est en déclin, qui dégénère. Je pense que même il suffit de regarder au niveau des chiffres de l'éducation nationale, le niveau qui baisse, le niveau intellectuel, le niveau de culture, on a souvent parlé de ça, le niveau, la dégénération aussi, ce qu'on appelle la subversion des mœurs, où moi je persiste à dire aussi que on a de plus en plus d'immoralité, c'est-à-dire que l'immoralité se répand de plus en plus, et que face à ça, je pense que l'explication profonde, c'est une déspiritualisation justement des sociétés au profit du matérialisme, de l'individualisme, de l'intérêt du court terme, quelque chose qui a à voir avec de la compétition, de l'arrogance, de l'égoïsme, enfin, toutes ces valeurs-là qui sont aujourd'hui appuyées, qui sont valorisées. Voilà, c'est le trader aujourd'hui qui gagne plus d'argent contre l'agriculteur. C'est une majorité de personnalités politiques qui ont tous des casiers judiciaires, qui fait un bras d'honneur, l'autre Sarkozy qui passe un traité alors que la France dit non, et puis à l'échelle de l'Union européenne, bon bah voilà, je veux dire, nos dirigeants politiques aujourd'hui sont des traîtres, je veux dire, et la situation de nos pays, globalement, contrairement à la France, alors on va me sortir des périodes historiques où la France était endettée, c'est vrai, où il y avait des famines, des disettes, mais globalement, il y avait quelque chose de fixe, et on croit pas en Dieu, en tout cas, il y a déjà un miracle, c'est que la religion catholique ait perduré et ait été aussi importante dans nos sociétés occidentales pendant aussi longtemps. Je disais 1300 ans, rien que ça c'est un miracle. Je veux dire, c'est objectivement c'est que ça marchait bien, voilà. Alors c'est pas le système idéal, etc., mais je pense que c'est un système qui fonctionnait mieux. On voit qu'on est en République depuis deux siècles, et que tout s'effondre. Tout s'écroule. On a été envahi combien de fois aussi, le territoire, notre économie. Je pense qu'on est en train il y a une formule, je terminerai là-dessus, c'est, je sais plus qui disait ça, c'est on est des nains qui marchons sur des épaules de géants. Et ben c'est ça en fait, on est aujourd'hui des nains, et en fait on bénéficie encore un petit peu de ces restes de France qui a été bâti, je pense, sur ce mode traditionnel. Nicolas, pour revenir sur le rôle des parents, si tu veux bien. Ça me fait... Non, mais attends, je vais réagir parce que ça me fait rigoler, parce qu'on a eu avec Maxime une émission où on parlait de démocratie, et Maxime défendait la démocratie pleine. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il est en train de parler d'un système. Enfin, là, actuellement. Un système totalitaire.
Mais ça fait 200 ans que les gens essayent d'instaurer la démocratie, peut-être maladroitement, en tout cas c'est ce que tu penses. Et à part ça, voilà, ça fait donc depuis à peu près, enfin depuis qu'il n'y a plus la royauté. Enfin, la royauté est partie du fait qu'on voulait de la démocratie et tu critiques ce qu'il en est advenu. Donc voilà. Non, qu'on voulait. Là, c'est alors, trop ouais, rapide, mais c'est trop Nicolas, rapide. que Nicolas C'est trop parle, rapide. Nicolas va parler. D'accord, mais c'était mon. Mais j'ai compris. Enfin, c'était un petit peu le point sur lequel j'étais surpris. Mais effectivement, si tu me dis que non, peut-être pas. Oui. Mais c'est sur les chiffres des médias sur la séparation. Voilà, encore une fois. Les chiffres sont toujours critiqués, etc. Toi-même, tu critiques les chiffres qui sont lancés et tu nous en parles. Il y a aussi effectivement des gens qui souffrent dans le cadre de leur famille qui reste constituée parce que ils peuvent avoir un parent qui les choque, ils peuvent avoir même sans les toucher eux. Mais il peut y avoir des problèmes dans le cadre d'une famille composée. Donc voilà, une société qui est en dégénérescence, c'était pour dire que j'étais pas spécialement d'accord. Est-ce que la famille peut inculquer la ça, famille, ma question. nous y revoilà. La famille, Merci. donc les parents font leurs enfants. Là-dessus, on est d'accord. Ça me paraît pas énorme de dire ça. Et la famille les fait et donc les éduque. Nous sommes dans une ou les adopte. Justement, j'allais faire la précision. Oui, bien. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Non, mais la société s'est construite aujourd'hui autour de l'État. Voilà, l'État intervient donc dans tous les domaines de sécurité sociale importants, dans le monde où on travaille, etc. De pouvoir aider au cas où, notamment sur les questions de la santé. L'État assure la défense de ses concitoyens. Voilà, c'est le regroupement des gens. Et les gens élisent des personnes qui sont chargées de mener le cap, etc. Voilà un peu la façon dont moi je perçois tout ce système. Mais alors vraiment très, 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 très synthétique. Et il y a l'éducation. Et l'éducation, pour moi, apporte comme je l'ai dit, des bases communes. C'est l'éducation nationale qui apporte donc à la fois une formation. Je l'ai dit tout à l'heure, le français, les maths, puis plus loin encore la professionnalisation éventuellement. Ça, j'aurais des choses à en dire, mais c'est pas dans cette émission-là. Et effectivement, une partie de morale. Donc voilà, et je voulais revenir sur un truc, c'est l'immoralité dont a parlé Maxime, en parlant d'immoralité et en disant, qu'est-ce que tu disais que globalement il y a plus d'immoralité, et voilà, que il y a ça plus en plus jusque dans nos élites. Parce que l'immoralité pour toi, enfin d'après ce que c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qui va à l'encontre de ce qu'était la moralité traditionnelle catholique, on va dire. Non, attends, un voleur, c'est un voleur. Est-ce que tu peux dire objectivement? Non, mais si un tu voleur, prends un exemple global que tout le monde stigmatise, enfin pas tout le monde. Les banques, qu'est-ce qu'elles font? Les menteurs. Est-ce que tu connais dans l'histoire ou quelque part dans ce monde une civilisation, une société dans laquelle le menteur est bon, un voleur est bon, un meurtrier est bon? Je veux dire, pourtant, ce sont des gens comme ça qu'on a au sommet des... C'est-à-dire que c'est objectivement immoral. Moi, ce que j'avais l'impression que tu disais, mais donc tu viens de me dire qu'a priori non, c'est que l'immoralité ressemblait pour moi à ce qu'on appelait la diversité en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a surpris, mais bon, a priori tu me dis que non. Et je voulais revenir sur un dernier petit truc, c'est l'État et le royaume catholique qu'il y avait donc dans les 1000 années qui ont précédé les 200 années de République. C'est le fait que... oui, l'État, oui, alors encore une fois, le phénomène grand, l'État, était catholique, de droit divin, comme tu parles. Moi, ce qui me surprend, c'est que la base, les personnes qui étaient dans cet état, ils étaient peut-être qu'ils étaient avant tout, ils se sentaient avant tout catholiques, mais ils étaient aussi, pourquoi pas, paysans, ils étaient parents. Pourquoi faut-il faire un choix? Non, je fais pas un choix. Attends. Je dis seulement que tu as pris, encore une fois, l'État dans son ensemble, alors qu'il faut aussi parfois, et tu disais à Marc, on peut pas étudier tous les cas, et c'est vrai. Mais voilà. Et la famille, excusez-moi pour le raisonnement très rapide, mais c'est qu'Hugo fait de grands gestes pour qu'on termine. Mais on va faire court. La famille, terminer parce que voilà, la famille, c'est quelque chose d'individuel. On ne peut pas résumer la famille dans les familles dans leurs ensembles. Et c'est là qu'effectivement, on ne peut pas dire la famille va se charger de la morale, de l'éducation, parce que on ne peut pas dire à Marc, père de famille, fais ça. La famille n'est pas sous contrôle. Enfin, toi, tu aurais tendance à dire qu'on prend le contrôle. D'ailleurs, on prend place de la famille. On la met pas sous le contrôle. On prend sa place. Si tu le relances, c'est fini. Là. Et non, je le relance pas. Je pense qu'il est. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Enfin, après. Continue. Mais
Et donc on peut pas dire à Marc tu feras comme ça. Donc c'est pour ça peut-être que quelque part l'école se substitue à la famille pour essayer de... Alors bon, ce sont nos grands dirigeants qui disent ça, mais pour essayer effectivement de faire en sorte qu'il y ait de la civilité. Ce que toi tu dis, il n'y a plus. Ça fait des années en plus qu'il dit ça marche pas. Bon, oui, pour faire bien court, sûr. Maxime, pour conclure. Ça marche pas. Et pour c'est un conclure, bilan. Maxime. Juste pour finir sur l'histoire rapidement. Quand on dit on a arrêté la monarchie parce qu'on voulait plus de démocratie, tout ça. Bon, c'est une phrase qui m'a un peu marqué, c'est pour ça que je vais juste rebondir. Oui, c'était très maladroit, c'est parce qu'il faut faire très vite et c'est dommage. Non mais t'inquiète pas, c'est juste l'occasion de dire par exemple de restituer ce que peuvent dire certains historiens, certaines historiennes, dire que et ça c'est quand même connu du plus grand nombre, c'est que c'était pas le peuple français de manière générale, c'était une certaine bourgeoisie qui était d'ailleurs inspirée du courant des Lumières. Les Lumières qui étaient fondamentalement le courant qui était la contre-église, qui ont œuvré, un, pour justement faire tomber le roi, et deux, pour bloquer l'église catholique. Et pour ramener la République et la laïcité. Voilà, c'est ça. Et derrière tout ça, il y a des questions aussi de franc-maçonnerie, on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans. Je renvoie à Marion Sigaud, je crois que c'est à l'ombre des Lumières, une conférence. Voilà, faut écouter ça, faut regarder ça, c'est très intéressant. Voilà. Et donc, elle rappelle que globalement, justement, le paysan, et ce qui était quand même la majorité du peuple français à une époque où la France était quand même globalement rurale, les Français se sont même globalement révoltés contre la tentative de révolution républicaine, avec par exemple des Chouans, parlant des Vendéens, qui ont été aussi massacrés par la Convention, la Terreur, etc. Parce qu'on a voulu imposer de force un modèle, la République, qui était l'affaire des bourgeois, qui était l'affaire de ce qu'on appelait plus traditionnellement les marchands, ceux qui étaient très mal vus par justement les rois, qui créaient la police des subsistances, etc., pour les empêcher de spéculer sur les denrées alimentaires, etc. Et c'est à eux qu'on a laissé le pouvoir. Et tout le monde dans lequel on est aujourd'hui, en parlant, quand on parle aujourd'hui des ressources humaines, c'est typiquement l'origine de toute cette mentalité-là. Bon, je crois que là, on doit rendre l'antenne. Là. Il y a le président qui rentre, c'est que faut... Il y a la police de la radio qui vient, et donc merci beaucoup messieurs pour ce débat fort historique. Finalement, on est revenu à devoir de mémoire très loin, et même sur la crise, comme tu l'évoques, la crise de la morale entre guillemets. On est revenu bien loin. Aussi. Oui, alors Maxime parle effectivement d'un système où la bourgeoisie a chassé les autres qui étaient déjà là et qui géraient l'ensemble. Parce que je t'ai demandé de parler pendant ma conclusion. Non, mais parce que c'est dommage cette phrase. C'est le concept de rendre. Et juste précise que s'il y en a que ça fait réagir sur les réseaux, qui viennent débattre avec nous, etc. Sur les réseaux, que oui, c'est ouvert à sur les réseaux sociaux, n'importe qui. Facebook, Twitter. Vous venez débattre si ça vous avez envie, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Et aussi le site de la radio, radio-recc.fr. On est ouvert si vous voulez participer au débat. Même rejoindre l'équipe. Voilà, c'est bien ce que je suis en train de dire. Voilà, si vous voulez rejoindre l'équipe définitivement ou pour une émission. C'est dur de faire deux trucs en même temps. N'hésitez pas. Ah, c'est très dur. Alors, tu vois ce qu'on endure parfois quand tu sais, genre on est en pleine explication et puis, on va pas y arriver. Et puis tu fais autre chose, tout ça, qu'il faut rester concentré. Si tu veux, on peut meubler, on peut continuer. Non, là j'allais conclure, vous parler et on va jamais la finir cette émission. Alors, très bonne soirée à tous, messieurs, ravi d'avoir partagé cette heure et demie avec vous. Moi c'était Hugo, vous c'était Marc, Maxime et Nicolas. C'était Politiquement Incorrect et on se retrouve dès jeudi prochain à 18h30 sur Radio Rec en direct, et les podcasts seront disponibles dès la fin de semaine. Ouais, et plus rapidement que le dernier, non? Les plaintes sont déjà très fortes. Allez à tous, bonne soirée, bisous. À bientôt, au revoir.